Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. On parle de dons, entre guillemets. Le principe, c'est que beaucoup de gens cherchent leurs dons. Et aujourd'hui, dans cette néo-spiritualité, beaucoup de gens cherchent à être magnétiseurs, énergéticiens, guérisseurs, médiums, alors qu'en réalité, le don qu'on peut avoir n'est pas toujours, entre guillemets, spirituel. On peut avoir un don pour la mécanique, on peut avoir un don pour la chanson. Et c'est ça, notre canal médiumnique ne s'exprime pas toujours par les intuitions, le fait de voir les disparus, etc. Chers amis, bienvenue, merci, nouvelle rencontre et un sujet là aussi qui, pour certains, semble extrêmement abstrait parfois, parce que c'est vrai que quand on commence à parler de la loi d'attraction, on se dit « Ah là, mais comment, à quelle heure, comment je vais faire, quelle est la bonne pratique, est-ce qu'il y a des clés, y a-t-il des solutions? Oui, mais j'ai essayé, mais je n'y arrive pas, mais c'est mon mental, non, non, vous inquiétez pas, soyez dans l'intuition. Au secours, on va essayer d'éclaircir tout ça avec mon invité qui en a fait d'ailleurs un guide pratique aux éditions Exergue, ça s'appelle « Les 31 clés pour activer » cette fameuse loi d'attraction. Le livre est ici, il est passionnant et c'est David Mogiel qui est installé sur les canapés. Bonjour David. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Merci pour les chocolats. Il est venu avec des chocolats. De Belgique. De Belgique, des vrais de vrais chocolats, magnifiques. Alors, on ne mange jamais avant une interview parce qu'on salive sinon, donc on évite de manger. Merci d'être là. Avec plaisir. J'ai lu, évidemment, très attentivement. J'ai une dizaine de pages parce qu'il y a tellement de choses. J'aurais envie de prendre les 31 clés une par une pour que vous puissiez les expliquer, mais j'en ai sélectionné quelques-unes. Vous avez dit un jour, je savais qu'un jour ou l'autre, mon heure de gloire arriverait. Ouais. Depuis tout petit, j'avais cette impression sur moi, depuis tout petit, qu'un jour ou l'autre, j'avais quelque chose à transmettre. Alors ça fait longtemps que je suis dans le milieu. Mais petit à petit, j'y étais doucement, crescendo, un pas à la fois, et c'est ce que je continue à faire, et je savais qu'un jour ou l'autre, ça arriverait. Et puis la mise en pratique, c'est une véritable expérience, en fait, ce livre. C'est pas du blabla, c'est pas... C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que j'ai expérimenté en patientèle aussi. Donc oui, je le savais. 31 clés donc pour activer la loi d'attraction. J'ai dit en avant-propos que tout le monde y allait de sa petite loi d'attraction, tout le monde y allait de sa définition. Et de temps en temps, vous remuez un peu le cocotier en disant « Attendez, il faut revenir à des choses simples, basiques et avec des exercices efficaces, en fait. » C'est ça que vous dites. C'est ça qui est important, parce que on vit dans un monde avec ce que j'appelle la néo-spiritualité, où en réalité, il y a pas mal de gens qui viennent avec leurs petits trucs en plus. Et moi, je suis plutôt issu d'une spiritualité plus ancienne, parce que mes premières études, mes premières lectures, c'est des livres du 14e, 15e, 16e siècle. Et c'est vrai que j'ai tendance à remuer un peu le cocotier parce que il y a pas mal de noix de coco qui tombent à ce moment-là, et quand elles tombent, en réalité, ça permet un peu de recadrer les choses. Mais la pratique est primordiale. Et on dit souvent, comme dans Le Secret par exemple, demande et tu recevras. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple parce qu'en réalité, il faut nettoyer pas mal de choses avant de pouvoir recevoir. Je prends un exemple dont je parle dans le livre. On peut demander pour gagner au loto, par exemple. Mais si on a peur de la jalousie des autres, si on a peur d'être jugé, si on a peur de ne pas pouvoir gérer cette somme, on ne l'aura jamais. Parce que la peur derrière, elle va faire barrage. Elle va empêcher d'obtenir le gain. Et l'exercice pratique consiste d'abord à déterminer la peur. Qu'est-ce que je pourrais craindre dans le cas où je gagnerais au loto, si j'avais une belle voiture, si je partais plus souvent en vacances, si je quittais mon boulot. Et en déterminant ça, on commence déjà à le nettoyer. Et puis après, il faut travailler sur les croyances limitantes. Mais souvent, le « demander et tu auras », il est très, très limitatif. Oui, c'est pour ça que le titre, vous avez plutôt choisi, plutôt que demander, commencer à agir. Voilà, exactement. Avec des actions concrètes, notamment sur les nettoyages énergétiques et toutes ces choses-là que vous préconisez. One thing for sure, life is so simple. Get up in the morning, be grateful. Be grateful. Grateful.
don't have expectation. The moment you have expectation, and if it is not fulfilled, you become so unhappy. So I always say, whatever you do in life, just have two things. It can be, it cannot be. But be happy with both. So living moment to moment without expectation much is the best way of living. Because for me, everything is happening now. Il y a une chose quand même qui est assez étonnante aussi dans votre parcours, c'est que effectivement dès l'âge de 13 ans, vous tombez dans la marmite, quoi. Complètement. Il se passe un truc. Hein. Il se passe un Et truc. c'est assez étonnant de voir qu'à 13 ans, on a cette maturité, que vous soyez autant attiré par des lectures qui ne sont pas nécessairement faites Non. pour un môme de 13 ans. Clairement pas. La marmite, je vous explique. Mes parents fréquentaient un groupe d'amis et parmi eux, certains étaient partis au Club Med et ils avaient eu une soirée spiritisme. Et ils avaient des doutes. Ils croyaient que ça était truqué, qu'il y avait des fils pour tirer les tables. Et donc, ils voulaient essayer. Et on s'est retrouvés chez une amie de ma mère qui avait un vieux manoir à Bruxelles. Je suis de Bruxelles à la base. Et on a travaillé sur une table en chêne dont il a fallu être 4 ou 5 pour enlever le tapis en dessous. Et on a commencé à mettre les mains au-dessus. Moi, j'avais 12 ans et demi, 13 ans. Et cette table a commencé à basculer d'un côté à l'autre de la pièce. Il y avait parmi le groupe un jeune homme, enfin un homme qui était assez sceptique et assez extravagant. À un moment, il est arrivé dans la pièce en disant « Mais ça va jamais marcher vos conneries ». Et la table l'a poussé contre le mur de manière assez brutale. Heureusement, il n'a pas eu de dégâts. Et ça m'a interrogé. Ce qui m'a interrogé aussi, c'est qu'on posait des questions et qu'il a répondu à certaines questions qui se sont produites plus tard. Qui il? J'ai toujours un doute, mais à l'époque, il se présentait comme étant l'esprit de mon oncle décédé. Et ça s'est produit. Donc tout ça m'a interrogé. Alors à 13 ans, j'ai commencé avec des lectures, notamment Moody. Puis j'ai lu un peu Papus, j'ai lu un peu... Alors je dis un peu, j'ai pas lu tout Papus, je compulsais. J'ai lu un petit peu d'Agrippa, j'ai lu des livres comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à aller vers des livres un peu plus profonds. Et à 18 ans, j'ai fait une expérience de mort imminente. Et à la suite de cette expérience, j'ai commencé à avoir des perceptions, mais immédiates. C'est-à-dire que je recevais une intuition qui se réalisait dans la seconde. Par exemple, je roulais à vélo dans Bruxelles et j'entendais « Attention voiture ». J'entendais une voix, hein, j'étais clairaudient. Et donc, je me mettais sur le trottoir. À ce moment-là, une voiture déboulait. Donc, ça m'a interrogé encore plus. C'est lors de l'EMI que vous devenez Mésaël? Non, ça, c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard? C'est devenu... En fait, j'ai commencé à écrire après l'EMI, des poèmes. Et un jour, j'ai écrit un texte. J'étais à l'université à Bruxelles. J'étais sur un banc entre deux cours. J'écris un texte et automatiquement, ça signe Mésaël. Et je me suis posé la question d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. J'ai jamais trouvé Mésaël parmi mes recherches, ni avec Google, qui n'existait pas à l'époque, ni dans les livres. Et j'ai appris après que c'était le nom de mon âme. Parce que l'âme a une vibration qui est nominale ou pas, selon les personnes. C'est juste une vibration. Et il semblerait, d'après ce que j'ai pu lire et entendre, et que d'autres médiums ont confirmé, au moment où la personne est prête à entrer sur son chemin de vie, où la personne est prête à commencer à réaliser sa mission de vie, son nom d'âme apparaît. Alors le nom d'âme va relier à certaines incarnations durant lesquelles certaines expériences ont été concluantes ou inachevées. Et mon nom d'âme, je ne suis pas le seul, j'ai découvert une autre femme qui portait le prénom de Mésaël, féminin. Je l'avais contactée, ça m'a interpellé énormément à l'époque, ça faisait 16-17 ans, il y a 16 ou 17 ans. Je me dis, tiens, ça existe. Parce que moi, je l'ai reçu de manière intuitive. Personne ne portait ce nom-là. Et puis j'ai vu, tiens, ça existe puisqu'une autre personne le porte. Et donc je l'avais contactée à l'époque, elle m'avait aussi dit que c'était son nom d'âme, qu'elle l'avait reçu intuitivement. On n'est jamais resté en contact, mais il n'en reste pas moins que ça m'a énormément interpellé. Je l'emploie beaucoup moins qu'avant. Avant, je me cachais un petit peu derrière. Aujourd'hui, je suis plus dans la philosophie de je suis qui je suis, David Mogiel, et je me montre en tant que David Mogiel. Et Mésaël reste mon pseudonyme, mais je ne l'emploie plus de manière, on va dire, illimitée comme je le faisais avant, quoi. Qui êtes-vous alors? David Mogiel. Qui est David Mogiel? David Mogiel, c'est un chercheur. En fait, un chercheur, ou plutôt un... J'essaye de comprendre.
comprendre, ça fait plus de 30 ans que j'étudie le mécanisme du cerveau, j'ai étudié l'hypnose, j'ai lu l'hypnose, j'ai étudié la PNL, j'aime beaucoup les neurosciences pour un peu comprendre les mécanismes humains. Je suis un chercheur intuitif. Et par chercheur intuitif, j'ai envie d'élargir ça en disant, voilà, à la base, j'ai une intuition, mais mes premières amours, c'était les sciences. Je me dirigeais vers une carrière scientifique. Donc, j'ai ces deux aspects. L'aspect, j'ai besoin de chercher et de comprendre, et l'aspect, je ressens. Et pour moi, ce que je ressens est vérifiable, et quand je le vérifie, c'est juste. Donc, je suis toujours occupé à tout vérifier. Et uniquement quand vous le vérifiez? J'aime que ce soit vérifié. Alors, il y a des fois où je ne peux pas le vérifier. Clairement. Puisque c'est intuitif. Mais il n'en reste pas moins que quand je peux le vérifier, ça devient une certitude pour moi. Et quand je ne peux pas le vérifier, ben je le laisse toujours en suspens en disant, voilà, il y a une vérité, mais il y a peut-être une autre vérité qui va venir le contredire ou le confirmer. Mais dans le processus, je suis toujours occupé à essayer de comprendre comment ça fonctionne, déjà pour moi. Pourquoi un jour, j'ai un ami en face de moi et je lui dis comme ça intuitivement, à 13h58, il va se passer ça. Il m'appelle à 56 en me disant « et ça vient de se passer ». Pourquoi? Et pourquoi moi? Et donc tout ce processus-là, j'essaie de le comprendre. Alors évidemment, je comprends peut-être même pas 10% de tout ce qui se passe, mais le principe est, j'ai besoin de vérifier, j'ai besoin de le réitérer aussi. Ça, c'est moi. De toutes les grandes questions existentielles que les humains sont censés se poser, enfin, que beaucoup se posent, quelle est celle à laquelle vous n'avez aucune réponse? Pourquoi? Pourquoi cette incarnation? Pourquoi chacun de nous est là? Je sais, pour l'avoir lu, mais pas expérimenté à 100%, parce que mon EMI est un peu différente de la plupart des EMI. On en parlera. Je sais pour l'avoir lu que notre but, c'est de se reconnecter à l'énergie du cœur, de se reconnecter à son essence, et donc toujours par le cœur. Mais pourquoi? Pourquoi sur cette terre, il y a du bon, il y a du mal? Pourquoi sur cette terre, il y a des gens qui souffrent et des gens qui ont une vie très agréable? Je l'ai compris intellectuellement, mais je ne le ressens pas au fond de moi. Il y a une injustice. Et donc, pourquoi cette injustice? Ça, c'est ma question existentielle par-dessus tout. Je combats l'injustice. Et c'est celle-ci qui vous fait chercher. Ouais. Et je pense que même après mon passage ici, j'aurai peut-être des réponses, mais pas toutes. Pas toutes, oui. Et puis heureusement que je cherche. Vie, ouais, c'est 1000 vies. On va parler bien sûr de votre livre. J'appelle qu'il est aux éditions Exergue. Hein, c'est la grande maison de chez Guy et Claudia Trédaniel que je salue au passage. On va parler bien sûr de votre parcours et puis de ces fameuses clés. Alors, vous avez tout à l'heure évoqué le côté New Age de la spiritualité, que tout le monde y va un petit peu de sa spiritualité pour essayer de dire au monde, voilà, c'est ma vérité, voilà comment je vois les choses, etc. etc. Et quand j'ai souvent décrié les personnes qui disaient, voici les 5 possibilités qui vont vous permettre de, voici les 3 clés qui vont vous permettre de, et on entend ça sur tous les réseaux sociaux, tout le monde a la bonne méthode, tout le monde a... Donc je me fais un peu l'avocat du diable. Pourquoi vos 31 clés seraient mieux que les autres clés que l'on entend à droite à gauche? Initialement, avant celui-là, j'avais auto-édité un livre qui s'appelait « Vivre sa spiritualité dans un monde matériel ». L'optique de ce livre, c'était de permettre, notamment aux thérapeutes, ou aux apprentis thérapeutes, ou aux gens qui envisageaient de rentrer dans la thérapeutique, de se valoriser financièrement. Parce qu'il y a le syndrome de l'imposteur, qui est un syndrome mental par excellence. Mais c'est un syndrome que j'ai souvent confronté en face de moi. Je l'ai subi aussi, je l'ai vécu, je l'ai toujours, malgré mes 30 ans de pratique, même plus. Et en réalité, ce livre, c'est pas la suite, c'est pas le même, c'est pas une extension, mais il est dans l'idée. C'est-à-dire que les 31 clés, ce sont pas des... Tiens, la clé, ça va t'ouvrir la porte. Les 31 clés, c'est voilà où tu pourrais chercher et tu pourrais potentiellement y trouver quelque chose. Donc ici, je propose vraiment un travail de fond. Certaines personnes l'ont lu d'une traite, d'autres l'ont déjà depuis quelques mois et me disent « je suis toujours à la clé numéro 2 ». Et d'autres encore l'ont abandonné, puis se disent « je vais le reprendre plus tard ». Mais l'idée, c'est « je te propose cette clé ». Je ne sais pas quelle porte elle va ouvrir. Ça, c'est ta porte à toi, c'est pas la mienne. Puisque chacun est différent. Et chacun a son plan de réalité aussi, sa grille de lecture. Donc, c'est pas j'impose, c'est je propose. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces clés, par le retour des lecteurs, il est sorti il y a 1 an et demi maintenant, par le retour des lecteurs,
J'ai un pourcentage de lecteurs qui me disent « ça a changé ma vie ». Un pourcentage de lecteurs qui me disent « bof, inutile, c'est nul ». Le nul, c'est pas obligatoire, mais inutile, bon, c'est un avis. Un peu de respect, les amis. Et un pourcentage de lecteurs qui me dit « mais j'y arrive pas ». J'y arrive pas parce que je sens que quelque chose coince. Donc l'idée des clés, c'est vraiment... C'est pas parce qu'on a une clé en poche qu'on est obligé d'ouvrir la porte. C'est pas parce qu'on a un trousseau de clés que toutes les clés vont s'adapter à toutes les portes. C'est pas des passe-partout, bien qu'il y ait un passe-partout. Mais il n'en reste pas moins que le principe, c'est je propose des clés, à toi de voir les portes que ça va ouvrir. Mais quand vous proposez ces clés, la première réflexion qu'on se dit, c'est qu'il a expérimenté. Ouais. Et ça vient de son ADN, ça vient de ses ressentis, ça vient de ses canalisations, ça vient de ses perceptions. Donc, il a dû mettre en application pour lui ce qu'il préconise aux autres. La majorité. Vous devriez être millionnaire. J'ai pas besoin d'être millionnaire. Non mais... J'ai pas besoin. Je devrais. Ouais, mais je suis assez dépensier quand même. Donc, globalement, je suis venu en Skoda, hein, je suis pas venu en Porsche. Mais il n'en reste pas moins que oui, je devrais. Et franchement, pour moi, l'abondance, c'est quoi? L'abondance, c'est j'ai exactement ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Et je n'ai pas ni besoin de moins, ni de besoin de plus. C'est pas j'ai 1 million, j'ai 2 millions, j'ai 10 millions. Et j'ai fréquenté tellement de personnes qui étaient fortunées, mais vraiment fortunées, qui n'osaient même pas dépenser leur argent. Donc parfois, ça peut bloquer aussi. Mais ces clés, moi, je les ai vraiment utilisées pour mon propre développement personnel. Le plus dur pour moi sur cet ouvrage, ça a été de les classer dans l'ordre, parce que moi, j'ai fait un peu tout n'importe comment, mais les classer dans l'ordre, je commence par vraiment accepter cette incarnation, parce que beaucoup la rejettent. Et je termine vraiment sur le développement spirituel. Alors évidemment, il aurait pu porter plein d'autres titres. Pour moi, c'est un petit peu un gros résumé du développement personnel avec en trame de fond la loi d'attraction. C'est la loi de résonance, en fait, c'est plus précis. Mais globalement, ce sont des clés que j'ai expérimentées et que j'ai permis d'expérimenter à d'autres personnes aussi. Alors justement, j'en ai sélectionné quelques-unes, évidemment. Je prends la clé numéro 4. La clé numéro 4, c'est « Je suis un être magnétique ». Et on parlait de richesse. Je vous disais, vous auriez pu être millionnaire. Vous parlez de richesse et vous distinguez 4 angles spécifiques de ce qu'on pourrait appeler l'abondance. Vous dites il y a la richesse, la fortune, l'abondance donc, et la prospérité. Et on a parfois le réflexe, ou au travers de nos acquis, de notre éducation, de mettre tout ça dans le même paquet, et on dit, bah tiens, ça c'est le côté je suis un être magnétique. Mais il faut bien distinguer en fait ces 4 il y a des paliers, ces 4 paliers entre la richesse, la fortune, l'abondance et la prospérité. La richesse, elle est intérieure. On peut parler de richesse matérielle, mais en termes spirituels, la richesse est intérieure. Je suis riche de ce que je vis, je suis riche des échanges, je suis riche d'un repas entre amis, de ma famille. La fortune, c'est l'argent. C'est tout ce qui vient à moi financièrement, par mon travail, par mes éventuels gains en jeu, par un coup de chance, par un héritage. Tout ce qui concerne déjà ces 2 degrés, quand il y a confusion, c'est un petit peu difficile parce que souvent on confond richesse et fortune. Et donc, on n'arrive pas à concevoir que quand on valorise sa richesse intérieure, alors le magnétisme qu'on rayonne va attirer à nous ce dont on a besoin. L'abondance, c'est le principe de ce que je viens d'expliquer. J'ai exactement ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Ni plus ni moins. Mais je ne manque jamais de rien. Certains vont vous dire que c'est la réponse de celui qui ne peut pas avoir plus. Pardon, hein, je me fais l'avocat du diable. À chaque fois, je pousse dans les franchement un peu. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est ce que certains disent. Je suis tout à fait d'accord. Néanmoins, qui ne veut pas ou qui ne peut pas. Parce que je le disais tout à l'heure, on peut mentalement avoir envie de plus, mais au fond de nous, quelque chose bloque. Et entre vouloir et pouvoir, il y a un monde de différence. C'est-à-dire que je veux gagner au loto, mais je suis face à une probabilité de 1 sur 8 millions, sur 10 millions, sur 15 millions. Et qu'est-ce qui va se passer si je gagne au loto? Je peux gagner au loto potentiellement. Je pourrais gagner au loto. Une chance sur X, mais je pourrais. Mais entre le vouloir et le pouvoir, il y a vraiment un monde de différence. Est-ce que vous voudriez? Moi, ça ne me dérangerait pas. Bah oui. Pourquoi pas? Tant qu'à faire. Être plus tranquille, ouais. Non, c'est une question de... J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je manque de rien. Mais pourquoi ne pas avoir plus? On vit dans un monde matériel. C'était le sujet du précédent livre, mais il est plus disponible, donc ça ne sert à rien de le chercher. Mais on vit dans un monde matériel. Donc dans ce monde, et c'est pour ça que la première clé, c'est j'accepte mon incarnation. Exact. C'est que beaucoup de gens le rejettent dans la spiritualité, et surtout dans la néo-spiritualité, que je fais encore
Je distingue encore du New Age. C'est que le New Age, c'est une nouvelle tendance qui est née dans les années 70, même 60. Pour certains, elle est même née au début du XXe siècle. C'est une tendance un peu plus légère parce que c'était des périodes de guerre, c'était des périodes difficiles aussi. Mais la néo-spiritualité, c'est vraiment... Voilà, j'ai suivi 3 jours de formation, je me lance comme thérapeute. La néo-spiritualité, c'est j'ai lu un livre et je maîtrise le sujet du coup. C'est vrai. Voilà, et c'est pour moi une distinction à faire. Parce que je le critique, le New Age, mais je l'encense aussi. Il y a des bonnes choses dans le New Age. Je n'ai pas d'exemple comme ça. Mais il y a des bonnes choses dans le New Age. Il y en a qui m'ont énormément servi. Par contre, j'insiste sur le fait que, même si le titre c'est pour la loi d'attraction, on parle de loi de résonance en spiritualité, en ésotérisme. La loi de résonance, c'est comme un signal Wi-Fi. Si je peux me connecter au signal Wi-Fi, mon appareil va se brancher. Par contre, si mon GSM, par exemple, n'est pas outillé pour connecter le Wi-Fi, on peut essayer 1000 fois, ça ne marchera pas. Donc la loi de résonance, c'est j'attire à moi ce que je résonne. Si ma fréquence est bleue, je ne peux attirer que du bleu clair, un petit peu de jaune peut-être parce que ça compose le bleu, peut-être un peu de vert, mais par contre, je ne peux pas attirer du rouge. Donc l'idée du livre, à la base, c'est de permettre aux personnes de moduler cette fréquence pour attirer finalement le prisme des couleurs et attirer un peu de tout. Mais quand on attire des choses, on attire parfois des choses désagréables, parce que c'est dans l'adversité qu'on grandit. Et que parfois, beaucoup de gens aujourd'hui nous disent, dans cette néo-spiritualité, s'il y a un blocage, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Non, s'il y a un blocage, c'est pour le surmonter parce que ça nous renforce pour vivre ce qu'on doit vivre derrière. Et notamment, une expression qui est devenue extrêmement courante, qui consiste à parler du karma. Et beaucoup disent « Ah bah oui, c'est mon karma, et donc c'est une punition. » Il n'y a pas de punition. Il n'y a pas de punition. Il n'y a pas de mauvais karma. J'ai reçu une numérologie que j'ai élaborée avec les années. Mais à l'époque où je formais les gens à ma méthode de travail, pendant que je les formais, je recevais des interprétations de chiffres. Et au fur et à mesure, je les ai vérifiées, parce que j'aime ça. Quand j'avais 15 personnes qui venaient chez moi et que toutes nées en Mars avaient le même genre de problématique, je prenais note. Et puis je vérifiais chez tous les natifs de Mars. Et petit à petit, ça m'a mis 15-20 ans, et je reçois encore aujourd'hui des informations, j'ai conçu cette numérologie. Et au fur et à mesure où je l'ai conçue, j'ai reçu énormément d'informations de manière médiumnique, et j'aime toujours les vérifier. Et puis quand je vérifie, je discute avec d'autres médiums, avec d'autres praticiens, et ils me disent « Oui, j'ai reçu la même info ». Ou parfois, je la garde pour moi et je la lis dans un livre un peu plus tard. Et je trouve ça intéressant. Parce que c'est comme ça que j'ai découvert que le mauvais karma n'existe pas. J'étais aussi comme ça. Hein. Je dois payer un truc, je vis dans des environnements bruyants. À mon avis, j'ai dû être bruyant dans une autre vie et je paye. Non, il n'y a pas de mauvais karma. En fait, il y a karma, c'est tout. Le karma, c'est... En fait, l'âme, elle évolue sur base des émotions. Et elle va vivre des expériences sous 3 aspects différents. Elle va vivre des expériences où l'aspect, on va résumer ça à bourreau, victime et sauveur. En vivant ces expériences sous ces 3 aspects, elle va vivre une émotion différente. Et donc, elle va bien pouvoir intégrer ces émotions. Et c'est vrai que quand on vit une expérience en tant que bourreau et puis en tant que sauveur, ou inversement, on peut se dire, en fait, je paye un karma, là. Puisque j'ai vécu ça agréablement, et puis maintenant, c'est moi qui fais du mal ou je subis. Non, on ne paye pas, on vit une expérience. Et puis, on parle beaucoup de vie antérieure, mais moi, je n'y crois plus à la linéarité du temps. C'est dur à dire. Je crois que le temps est une sorte de grosse spirale, qu'on vit plus ou moins tout en même temps, et que ces vies antérieures ne sont pas si antérieures que ça. Et j'ai eu des expériences assez intéressantes d'ailleurs. J'ai parfois vu des personnes à qui j'ai révélé en consultation, ben voilà, j'ai l'impression que tu es relié à quelqu'un d'autre qui est né à telle époque en Chine. Je prends toujours cet exemple parce qu'il m'a marqué. Et la personne, elle me dit rien parce que pendant que je fais une consultation, en général, je demande de ne pas m'interrompre. Je propose plus de consultation, mais à l'époque, c'était le cas. Et après la consultation, on débrief et il me dit « C'est très percutant ce que tu m'as dit. Parce qu'à la date de naissance de cette personne en Chine, j'ai commencé à m'intéresser à la médecine traditionnelle chinoise. » Il était européen, il était bruxellois. Hein. Et j'ai commencé un gros parcours là-dessus, sur le kung-fu, sur ceci, sur cela. Et donc, ça me percute énormément, ça. Alors, j'ai appris avec les années que
il y a il y a une corrélation entre les vies différentes et la vie actuelle, et que les médiums ont parfois tendance, sans le savoir, à capter une énergie du moment et à la transposer dans une autre vie. Donc j'aurais peut-être capté à l'époque que cette personne avait cet intérêt, même s'il ne me l'a pas dit, et donc peut-être que mon inconscient a travaillé en disant « tu es né à telle époque en Chine ». Et au fur et à mesure des découvertes, je me suis dit non, c'est impossible. Parce qu'il y a des informations qui sont parfois tellement précises que c'est difficile à capter dans l'inconscient de la personne. Et c'est ça mes recherches, en fait. C'est ça que j'essaie de comprendre. Je suis un cerveau hyperactif cérébral, donc c'est toujours occupé. À l'époque, mes collègues me disaient, tu sors du bureau avec un problème, tu te réveilles le matin, tu as la solution. C'est comme ça que je fonctionne depuis toujours. Donc, voilà. Alors, on va évidemment regarder un peu plus en détail l'ensemble de ces clés. Je vous dis, j'en ai sélectionné quelques-unes. J'ai pris la 2, j'ai pris... Alors, au départ, quand j'ai commencé, je me suis dit, je vais prendre la 1, la 2, et puis je passe à la 3. Ah ouais, non, mais la 3, il faut que j'en parle quand même. Et puis la 4. Puis après, je me suis dit, non, mais si je les prends toutes, il va nous falloir 4 heures d'émission. Ouais, je suis là, je suis chaud. Donc évidemment, ça va être compliqué. D'abord, dire qu'il y a les clés, il y a les exercices qui correspondent bien, les petits QR codes. Il y a aussi les fameux talismans. Il y en a 8 au total que vous proposez. Ça veut dire que celui qui expérimente, mais qui n'y arrive pas, qui ne ressent pas. Dommage. Ça veut dire quoi de lui? Ça veut dire que peut-être le moment n'est pas encore venu. Okay. Ça veut dire que c'est peut-être pas pour lui, ou pas encore. Ça veut dire que... Moi, j'ai un principe de base, en fait. J'ai pour principe que on a tous son patient, son client, et on a tous son thérapeute. Voilà. Je dis souvent aux gens, ça sert à rien de parler de moi, parce que je t'ai convenu à toi, et je peux pas forcément convenir à ta copine. À d'autres, bien sûr. Et c'est pareil avec les livres. Il y a des livres que j'adore, il y a des auteurs que j'adore, et il y a des livres, je lis 3 pages, j'y arrive pas. Et parfois, c'est pas la bonne méthode pour ces personnes-là. Ça peut être ça, simplement. D'où l'idée de chercher, d'expérimenter ailleurs, peut-être. Par exemple, ouais, et puis parce que peut-être qu'une seule clé va convenir à la personne sur les 31. Peut-être que s'il s'y remet dans quelques mois, ça m'arrive parfois de prendre des livres, de les ouvrir, puis je passe à un autre livre. Alors j'ai toujours 3 ou 4 livres ouverts, mais je les mets de côté. Et puis quelques mois, quelques années après, je les reprends et je les lis en 3 heures. Donc parfois, il faut entre guillemets, s'acharner pour vérifier, pour être sûr. Donc s'acharner, un peu compulser, aller un peu plus loin. Et parfois, il faut se dire, bah, j'y reviendrai plus tard, ou je le donne à quelqu'un à qui ça pourrait convenir. Mais il faut partir du principe que même les gens qui ont aimé mon travail n'ont pas forcément d'atome crochu avec ce livre, c'est tout. 31. Le chiffre 31, je ne savais même pas que c'était le symbole de l'incarnation. Ouais. Je découvre. L'énergie du cœur. Le 3, c'est l'énergie du cœur. Ouais. Dans la numérologie que j'ai conçue. Le 3, c'est l'énergie du cœur. J'aime bien l'illustrer en disant quand on prend quelqu'un dans ses bras, on a les 2 bras qui enserrent la personne et on a l'énergie du cœur qui rayonne. Et le 1, c'est l'énergie de la libération, de la liberté, de l'entreprise, dans ma numérologie toujours. Et donc le 31, c'est vraiment se relier à son cœur et se libérer de tout ce qui nous pèse. Et vous additionnez le 3 et le 1? Ça fait 4. Bon. Ben voilà. Et je le soustrais aussi. Dans ma numérologie, j'additionne, je soustrais, je divise. Mais le 3 et le 1 additionnés, ça fait 4. Le 4, c'est le chiffre de l'homme. Mais le 4, c'est aussi le chiffre des influences transgénérationnelles. Dans ma numérologie, toujours. Alors, c'est étonnant parce qu'on a fait beaucoup d'émissions sur la numérologie. Je n'ai jamais entendu cette analyse du 4. Je sais. On est sur le truc basique, 3, communication, 4, voilà, sont les gens qui ont besoin d'avoir effectivement des structures, quelque chose d'assez carré, voilà. La numérologie que j'ai reçue, que j'ai appelée numérologie chrysalide, la méthode de travail que j'ai conçue à la base, c'est la méthode chrysalide. Quand je l'enseignais, j'ai remarqué que certaines personnes n'arrivaient pas à bien intégrer tout parce qu'il fallait avoir une perception médiumnique. Que parfois ils acquéraient au fil de la formation qui durait quelques jours, mais pas tous. Et à un moment, j'ai reçu vraiment intuitivement l'explication de ces chiffres, et en fait, elle permet d'utiliser ma méthode de travail sans être médium. Et donc, la numérologie chrysalide, par définition, les clés sont basées dessus aussi. Hein.
Tout est basé dessus. Tout ce que je fais est basé sur la méthode chrysalide et la numérologie chrysalide. Par définition, donc, la numérologie permet de comprendre ses influences transgénérationnelles, ses karmas, ses peurs, ses blessures. Et c'est une numérologie qui est supplémentaire à toutes les autres. C'est pas une qui vient tout remplacer en disant ça vaut rien. C'est une qui vient dire, OK, ça c'est super intéressant, mais rajoute un peu cet outil derrière et vérifie ce que ça donne. Avec Très Daniel, on a enregistré une formation et tous les gens qui l'ont eu m'ont dit, ça m'apporte vraiment une autre vision des choses. Et quand ils testent sur leurs proches ou sur leurs clients, ils disent, c'est quand même assez pointu. Mais moi-même, je suis étonné. Parce que comme je reçois de nouveaux médiumniquement, je l'ai testé, je l'ai beaucoup testé. Et le 31, 3 plus 1, ça fait 4. Dans ma numérologie, alors j'ai pas de quoi le dessiner, mais on imagine qu'on a papa et qu'on a maman. On a papa qui fait son petit chemin, maman qui fait son petit chemin. Papa croise maman et maman fait un enfant. Et le tout forme un 4. On peut le faire avec le Y aussi, parce que dans ma numérologie, le Y a la même valeur que le 4. Donc, ça permet de comprendre un peu les influences transgénérationnelles qu'on porte. La loi d'attraction, parce que c'est évidemment... Alors, vous disiez la loi de résonance. Ouais. Voilà, c'est mieux. C'est la clé numéro 3. On commence par là avec je lance le mouvement de la loi d'attraction. Et vous dites que le concept de la loi de résonance, donc, c'est l'attraction qui repose sur la résonance, c'est-à-dire que nous attirons ce que nous émettons, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et pour ça, vous avez un processus, vous avez mis en place un processus pour que les choses soient assez faites de manière méthodologique. Un processus en 9 étapes pour activer efficacement la loi d'attraction. Vous vous souvenez de ça? Je m'en souviens, bah oui. Comprendre ses blocages et ses peurs. Oui, non, ça, je m'en souviens. Clarifier sa demande. Vous pouvez le dire, oui. Formuler une demande objective et positive, lâcher prise sur le résultat, poser des actions concrètes, être à l'écoute des signes, adapter là. Quand je lis ça comme ça, je me dis c'est du bon sens. Bah bien sûr. C'est ce qui nous manque dans la spiritualité aujourd'hui. Du bon sens. La spiritualité, c'est basé sur l'humain. C'est pas basé sur de l'abstrait, c'est pas basé sur des principes complètement, on va dire, subtils. C'est d'abord basé sur l'humain. On est dans un principe de bon sens, de psychologie. Les gens qui disent « Oui, mais t'es médium, t'es psychologue », ben oui, j'ai beaucoup lu la psychologie, énormément. J'ai, à l'université, eu des cours de psychologie. Ça m'a énormément aidé dans ma pratique. Parce que ça permet de comprendre les mécanismes des gens. Alors, je ne suis pas psychologue. Je suis médium. Mais c'est du bon sens. D'abord, comprendre pourquoi je pourrais craindre ce que je veux. Mais il y a un principe de base dans cet aspect humain, c'est le principe créateur. Quand je veux une voiture, je sélectionne la voiture que je veux. Je vais chez le concessionnaire où je cherche une annonce d'occasion. Je vérifie mes budgets, je vérifie la faisabilité, je choisis la couleur, les sièges, ceci, cela. Je paye, je repars avec ma voiture. Ça, c'est le principe de création, c'est le principe créateur. On le fait facilement quand on veut un poulet, quand on veut un poireau, quand on veut une voiture, une maison, mais on ne le fait pas quand on veut avancer spirituellement. C'est vrai. Et alors pourquoi pas? Et c'est ça le principe. Alors moi, je les réservais pour les gens qui découvrent le livre et le découvriront, pour laisser un peu de surprise, mais il n'en reste pas moins que quand je veux une voiture, qu'est-ce que je peux craindre? Je peux craindre que la livraison soit retardée, que la couleur soit pas à mon goût finalement, je peux craindre d'avoir un accident, je peux craindre d'avoir les taxes beaucoup trop chères. Si je ne comprends pas ça, et ça reste du bon sens et ça reste juste de la logique spirituelle et humaine, si je ne comprends pas ça, je vais avoir une appréhension avant d'aller chercher ma voiture. Quand je veux un poulet, je peux craindre qu'il ait été piqué aux hormones, je peux craindre que... Il y a plein de choses que je peux craindre. Quand je veux gagner au loto, ça je l'ai expliqué, et quand je veux me développer spirituellement, je peux craindre d'être rejeté, de ne plus être compris par mes proches, de ne plus être sur la même longueur d'onde que mes collègues, et tout ça, c'est la base, comprendre ses peurs et ses blocages. Et aussitôt que c'est fait, tout le reste coule de source. Et mettre la première action en place, quand je veux un poulet, j'attends pas que le marchand de poulet frappe à ma porte. Je vais chez le boucher ou au supermarché, ou chez l'éleveur. Quand je veux une voiture, c'est pareil. Quand je veux un vélo, c'est pareil. C'est du bon sens. C'est du bon sens. La clé numéro 6 est très intéressante parce que là aussi, vous bousculez un petit peu les idées reçues qu'on peut avoir sur, effectivement, on parle du lâcher-prise beaucoup, on parle de l'échec aussi dans votre livre, et on parle de la
zone de confort. Et sur la zone de confort, vous dire, contrairement à certaines injonctions du développement personnel où on nous bassine à longueur de temps la zone de confort, vous dites, il faut valoriser Mais bien sûr. la zone de confort et Mais pas ouais. dire, parce que tout le monde dit, ah, je suis sorti de ma zone de confort. Mon horoscope me l'a dit ce matin. C'est vrai? Ouais. Il faut sortir de votre zone de confort. Aujourd'hui, j'allais sortir de ma zone de confort. Pas encore. J'en peux plus. J'en peux plus parce que j'ai créé, moi, dans ma vie, une zone de confort. Et c'est là où j'ai eu le tilt. J'ai une zone de confort. Alors, quand je veux quelque chose d'autre, évidemment que je sors de ma zone de confort. Mais si je ne veux pas plus que ce que j'ai, ou si j'ai pas besoin de plus que ce que j'ai, ou si ma zone de confort devient inconfortable, oui. Mais du reste, il y a des gens qui se battent parfois 40 ans pour atteindre cette zone de confort. Pourquoi leur dire maintenant, il faut que tu en sortes? Non, sauf si on veut quelque chose d'autre, sauf si ça ne nous plaît pas, sauf si, et là on rentre plutôt dans la psychologie, la zone de confort est une zone refuge ou une zone de fuite. Ceci dit, on dit souvent aux gens, il faut sortir de sa zone de confort quand les gens ressentent une sorte de mal-être, Oui, voilà. un besoin Ouais, la existentiel plupart du temps. d'autre chose. C'est ça, C'est quand ça. on dit sortir de sa zone de Mais confort. quand je relativise ça, en fonction de toutes les consultations que j'ai eues, la plupart du temps, ce mal-être se résout la plupart du temps en communiquant. Avec un patron, avec un collègue, avec un proche. La plupart du temps, dans 70-75% des cas. Parce que souvent, c'est avec ma femme ou mon mari, ça devient un peu banal ou lassant. Au travail, mon patron est un peu sur mon dos. Et il y a une chose que je conseille énormément aux gens, c'est d'activer ce que j'appelle le pouvoir de transformation. Alors, dans ma numérologie, c'est le chiffre 5. Donc, si on a un chiffre 5 très présent dans son thème, c'est intéressant de le valoriser plus encore, mais tout le monde peut le faire. C'est-à-dire, il y a deux moyens de transformer les choses. Les accepter parce qu'on n'a pas le pouvoir de les changer dans l'immédiat. J'accepte que mon patron soit un peu sur mon dos, mais j'essaie de vérifier quand même au travail, qu'est-ce qui me plaît? Je m'entends bien avec mes collègues, j'aime bien les pauses midi, j'aime bien... tout ça, ça me plaît, donc je me concentre sur ce qui me plaît, donc finalement, inconsciemment, je lâche prise sur mon patron qui m'ennuie. Ou alors transformer concrètement les choses, c'est-à-dire, si ça ne va pas au travail, j'envoie des CV, je cherche autre chose. Mais la zone de confort, pour moi, il y a différents niveaux. Là encore, en fait, dans tout, il y a toujours différents niveaux, différents degrés. Si c'est une zone de confort qui est une zone refuge ou une zone de fuite, mais qu'elle ne fait que cacher quelque chose qui n'a jamais été résolu, à un moment ou à un autre, elle va, comme je dis toujours, elle va péter à la figure. Donc il vaut mieux commencer à prendre conscience de ça. Si c'est une zone de confort pour laquelle on a dû se battre, il n'y a aucun intérêt d'en sortir. Et dans laquelle on se sent bien. Et dans laquelle on se sent bien. Ouais. Absolument. Mais c'est bien de remettre un peu l'église au milieu du village, Ouais, et de bousculer un peu les codes reçus de tout ce qu'on entend. Et à commencer par ces émissions et cette chaîne. On entend très souvent ça. Ouais, parce que je suis beaucoup. C'est vrai que parfois j'entends... Vous devez avoir, vous devez avoir des suées, non, parfois Parfois, mais moi je reçois sur ma chaîne YouTube, je reçois des invités aussi, et parfois il y a des contradictions, mais il y a ce qu'on appelle la réalité de chacun. Et il y a des choses que j'entends sur ABC, il y a beaucoup de gens que je connais pas trop, que je découvre, il y a des gens que je connais aussi, mais je l'ai moi-même vécu il y a genre 15, 20, 25 ans. Et je suis passé par là pour en arriver à ce bon sens spirituel, qui pour moi est la base, parce que nous sommes des êtres spirituels vivant une incarnation matérielle, dans un corps matériel, incarné dans la chair. Et tous ces néo-spiritualistes qui rejettent la chair. Je ne parle pas de l'alimentation et des tendances, ça c'est chacun son truc. Je parle vraiment de je rejette la chair, la douleur, j'essaye de m'échapper par le son du tambour. Et c'est intéressant de le faire une ou deux fois, de l'expérimenter. Mais j'en vois certains qui sont totalement dans la fuite. C'est-à-dire qu'ils attendent absolument le week-end pour faire leur week-end chamanique, pour fuir leur semaine de travail et pour se préparer à la suivante. C'est tellement vrai. Et là, il y a un problème. Si on le fait, moi, il y a plein de choses que j'ai expérimentées ou que j'ai encore envie d'expérimenter. Et je le ferai par envie d'expérimenter, pas parce que je fuis quelque chose. J'ai fui ma vie pendant... En fait, j'ai fui ma vie jusqu'au dernier jour de travail en tant que salarié dans mon dernier boulot. Une fois que j'ai terminé ça, ma compagne qui m'a accompagné, c'est son travail, c'est une compagne, que certains connaissent sous le nom de Madame Colombo, m'a dit, maintenant fais ce que tu sais faire. Et depuis ce jour-là, je ne la fuis plus ma vie.
Et depuis ce jour-là, le syndrome de l'imposteur disparaît? Non, il a apparu à ce moment-là. Ah, il a apparu à ce C'est moment-là. ce jour-là qu'il a apparu. C'est-à-dire que moi, je tirais les cartes depuis que j'avais 18-19 ans, toujours dans les escaliers de la fac, dans un café. Les gens qui me voyaient disaient « Oh, tu tires les cartes, tu me le fais ?» Bah ouais, vas-y, installe-toi. Et quand j'ai commencé à devoir valoriser ça financièrement, je disais aux gens bah, « Écoute, je t'avais dit 50 € de l'heure, ça fait 3 heures. Mais... Ah, 50 €, c'est bon. » Et mes amis, à l'époque, me disaient « David, c'est fou, chaque fois que tu as une consultation, tu nous invites au Quick, tu nous invites ici, tu nous invites là-bas. T'as peur de cet argent ou... » Et j'y ai réfléchi, je dis « Non, en fait, je le mérite juste pas. » Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu 3 cartes. Oui, mais tu as passé 3 heures de temps, tu as écouté la personne, tu l'as... Et en fait, petit à petit, j'ai découvert ce syndrome de l'imposteur que je ne connaissais pas et qui est très intéressant. Non seulement il est intéressant, et ce qui est intéressant, c'est l'angle, effectivement, entre la matérialité et la spiritualité, où dans matérialité, il y a une résonance financière, et que l'association argent et spiritualité, c'est le débat. Hein, on en entend, et nous, je peux vous dire qu'on a très très souvent... C'est pour ça qu'on a pris l'angle de la chaîne, évidemment, en accès libre et totalement gratuite, mais... évidemment, c'est aussi une entreprise et il y a un modèle économique. Et parfois, on nous dit, oui, mais vous faites des événements avec des entrées payantes. Bah, évidemment, quand vous louez des salles, vous n'allez pas dire à la personne qui loue les salles ou qui loue le son, c'est de la spiritualité, donc faites ça bénévolement. Non, mais c'est incroyable, ce raisonnement. Je suis passé par là. Ben oui, j'imagine. Mais je trouve ça aberrant. Avec mon propre recul de ma propre expérience, ça m'a fait grandir. Mais aujourd'hui, je l'ai de manière différente, ce syndrome de l'imposteur. Parce que je crée tout ce que je fais. C'est que mon optique à moi, c'est être copié plutôt que copié. C'est que je crée toutes mes méthodes de travail, mes méthodes de soins, je ne fais pas ce que les autres font, et quand les autres commencent à faire pareil, je change tout. Et c'est là où mon syndrome s'installe, parce qu'il va falloir que c'est un challenge. C'est un challenge, je repars de zéro, etc. Mais globalement, c'est ce que j'expliquais dans mon précédent ouvrage, je pense que je l'aborde un peu ici. Je ne suis pas très foot, mais les joueurs de foot qui ont un don. Parce que la spiritualité, on parle de don. Certains... aussi, rien que le mot. Il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je parle plutôt d'inné et d'acquis. De faculté. De compétences. Ouais. Mais prenons le mot don. Quelqu'un qui a le don de la pâtisserie, ben, il va se faire payer. Il ne va pas donner ses gâteaux gratuitement. Quelqu'un qui a le don du football, de la négociation, ce sont des gens de qui c'est tout à fait normal qu'ils se fassent payer. Mais quand on commence à toucher à tout ce qui concerne le magnétisme, l'énergétique, la médiumnité, alors c'est plus tout à fait normal. Parce que c'est assez abstrait aussi. Parce que dans la Bible, il est écrit « Ce que tu as reçu gratuitement, tu le donneras gratuitement ». Donc c'est une croyance judéo-chrétienne contre laquelle j'ai lutté aussi. Néanmoins, là aussi, je voulais revenir dessus. On parle de dons, entre guillemets. Le principe, c'est que beaucoup de gens cherchent leur don. Et aujourd'hui, dans cette néo-spiritualité, beaucoup de gens cherchent à être magnétiseurs, énergéticiens, guérisseurs, médiums, alors qu'en réalité, le don qu'on peut avoir n'est pas toujours, entre guillemets, spirituel. On peut avoir un don pour la mécanique, on peut avoir un don pour la chanson. Et c'est ça, notre canal médiumnique ne s'exprime pas toujours par les intuitions, le fait de voir les disparus, etc. Et ça, c'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup pour l'instant, c'est que c'est important de savoir où se situe notre don, et on le connaît parce qu'en général, c'est ce qu'on aime faire, c'est ce qu'on fait bien, c'est ce qui nous donne du baume au cœur quand on sort d'une journée de travail un peu lourde ou d'une relation un peu lourde, c'est de se dire « Ah, j'ai envie de faire ça aujourd'hui ». Et c'est notre don, c'est notre capacité. Il y a des époques où les gens étaient doués en forgerons, menuisiers, ébénistes. Ben, c'est pas toujours d'aider les gens, en fait. Et parfois, on les aide aussi en étant mécanos. Voilà, tout simplement. On va poursuivre, et notamment avec une clé que j'aime beaucoup, mais j'ai le sentiment, c'est bizarre, c'est que parfois, quand je fais les émissions comme ça, je ressens des choses. Et je me dis, est-ce que je dis les choses ou pas? Et là, pendant que vous étiez en train de parler, j'ai une intuition qui m'arrive, j'ai un petit truc qui apparaît, et je me dis, bah, vas-y, balance. Qui me dit, ce type ne vit pas à la bonne époque. C'est étonnant, hein? Je ressens ça dans notre échange. Là, j'étais dans cette position-là. Et pendant que vous m'expliquiez votre théorie, j'ai ça qui me dit, ce type ne vit pas à la bonne époque. Moi, je suis mauvais endroit, mauvais moment, ouais. Et c'est pour ça que c'est difficile parfois pour moi la vie, parce que je dois travailler sur
J'ai quelque chose à transmettre. En plus, j'ai un chemin de vie un peu spécifique. Chemin de vie, combien 11, 22, 33. Ah ouais. 11, 22, 33. Donc, c'est un chemin de vie pas toujours facile. Et je sais que j'ai quelque chose à transmettre. Et mes époques préférées sont le Moyen-Âge. Bah oui. Je sais que c'était dur au Moyen-Âge parce que j'ai eu beaucoup de visions du Moyen-Âge. J'ai encore fait une vie antérieure pour quelqu'un il y a quelques semaines. Et j'ai des images quand je fais les vies antérieures, parfois en noir et blanc. Je l'ai vu sortir de sa maison, se faire choper par une bête. Aujourd'hui, ça n'arrive quasi plus, en tout cas pas chez nous. C'est assez rare. Donc on dit souvent, oui, c'est dur notre époque, mais toutes les époques sont dures. Et j'aime beaucoup les années 20 à Capone. C'est quand vous avez parlé de forgeron que j'ai eu cette... le Moyen-Âge, moi, c'est... Ouais. Cette phrase-là. Bon. Ou l'époque celtique et les Vikings. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Alors, je sais pas si c'est parce que vous avez les dégaines d'un Viking. On m'appelle le druide de la Haute-Gaule parce que quand je fais des vidéos, je dis salut les gens, c'est la Haute-Gaule. Parce qu'un jour je disais la France c'est la Gaule, moi je suis en Belgique, c'est juste au-dessus, donc je suis en Haute-Gaule. Et beaucoup de gens, parce que j'ai les poils blancs, et je me fais des vidéos en forêt la plupart du temps, ils m'appellent le druide de la Haute-Gaule. C'est ça. Ouais. Alors, il y a 5 chapitres, hein, si je ne m'abuse, c'est ça, il y a 5 parties dans le livre. La première partie, c'est la maîtrise de la matière au service de mon évolution, le développement personnel, évidemment, au service de l'attraction, l'équilibre entre la matière et la spiritualité dans la matière aussi, puis rien ne dure jamais, c'est le cinquième chapitre. Dans le deuxième chapitre, il y a la clé numéro 8. Je ne connais pas toutes les clés par cœur. J'ai bien compris, mais c'est pour ça que je vous remets en situation. La clé numéro 8, c'est « Je crois donc j'ai raison ». Alors déjà, la phrase « Je crois donc j'ai raison », vrai ? Bah ouais. C'est ma réalité, donc j'ai raison. Si je crois que ce fauteuil est brun, j'ai raison. Mais si un daltonien le voit, il verra peut-être une autre couleur ou un autre ton. Ou si une personne qui est plus pointue sur les couleurs, elle verra peut-être du marron foncé, avec peut-être un nom spécifique. Moi, je ne suis pas très couleur. Mais je crois donc j'ai raison. Si je crois que c'est impossible, j'ai raison, puisque je me limite et ce sera toujours impossible. Quand j'ai étudié l'hypnose, je suis parti à mes cours avec pourquoi moi ? Pourquoi moi j'ai une capacité ? Pourquoi moi je fais des vidéos ? Pourquoi moi il y a des gens qui viennent me consulter ? Pourquoi pas mon voisin ? Et je suis sorti de ces cours d'hypnose avec tout est possible. Et là, tout s'est ouvert pour moi. Donc je suis rentré dans une transe avec un des gars avec qui je travaillais à l'époque. Il m'a amené dans une transe, il m'a sorti de la transe, il m'a dit « Alors David, tout est possible ». Il m'a regardé, il m'a fait « Ouais ». Et depuis, tout s'est ouvert pour moi. C'est là que j'ai commencé à me montrer, à cacher mes ailes et à mettre David Mogiel en avant. Parce que je me cachais derrière mes ailes. Et je croyais qu'il fallait que je me cache derrière mes ailes. Que si David Mogiel était trop en avant, ça pouvait m'atteindre personnellement. Et en même temps, si on vous donne, en clairaudience ou peu importe, en clairsentence, si on vous donne le mot Mésaël, c'est peut-être aussi pour en faire quelque chose. Ouais, c'est pour me connecter à l'énergie de mon âme. C'est avec Mésaël que je communique la plupart du temps. C'est mon âme. L'âme, elle est ancrée au cœur. Parce qu'il y a aussi une distinction à faire entre ancrage et enracinement. L'âme est ancrée au cœur. L'enracinement, c'est l'énergie de la terre qui vient se connecter au chakra racine. Et quand je me connecte à Mésaël, je me connecte à mon âme par le cœur. Et le nom d'âme, il apparaît intuitivement. Parfois, je le reçois pour les gens, mais c'est très rare. Mais il apparaît intuitivement quand on est prêt. Mais si je crois, c'est que j'ai raison. Si je crois que toutes les portes me seront ouvertes. Il y a des gens... J'ai lu on parlait de loto. J'ai lu dans un journal belge un gagnant du loto. 1,5 million, là, il y a quelques semaines. Il dit, moi, je suis retraité, je vais un peu voyager, je vais mettre mes enfants à l'abri. Et il dit, c'est fou, parce qu'en fait, depuis que je suis petit, je savais. J'étais sûr qu'un jour ou l'autre, je gagnerais au loto. Et 40 ans, il a joué les mêmes grilles. Et il a gagné. Donc lui, il a cru. Et c'est arrivé. Et c'est le principe de base, c'est qu'on a tous notre grille de lecture et notre réalité. En fait, il y a 8 milliards une réalité par être humain. Évidemment. Et il y a une réalité universelle. Et parfois, elle rentre en confrontation. Vous disiez, vous n'êtes pas à la bonne époque. Moi, cette époque-ci, elle me révulse. Le manque de liberté, etc., etc. Le fait
qu'on est moins brûlé qu'on ne l'était. On est brûlé différemment à notre époque. Vous seriez en place publique à l'époque. Ouais, je pense bien que je l'ai été. Je pense, je crois que Jeanne d'Arc n'a rien à m'envier, inversement. Non, mais je crois que oui. Certainement, mais il n'en reste pas moins que oui, je crois donc j'ai raison. Alors, je crois donc j'ai raison, ça c'est la clé numéro 8, parce que vous parlez effectivement des routines, de tout ce qu'il faut mettre en place, parce qu'encore une fois, il y a des exercices et il ne s'agit pas de lire en se disant « Alléluia, ça va me tomber dessus et tout va bien se passer ». Et puisque vous êtes censé mettre de temps en temps un petit coup de pied dans la fourmilière des idées reçues qu'on peut avoir dans ce New Age, enfin de cette époque néo-spirituelle, vous en reprenez aussi les codes, les 21 jours. 21 jours nécessaires pour ancrer une nouvelle routine. Ça aussi, c'est très controversé. C'est ce qui est dit là. Et je me suis étonné, je me suis dit, pour quelqu'un qui dézingue tout ce qui est fait en termes de spiritualité, voilà un code que vous reprenez, le principe des 21 jours. Ouais. L'énergie, comment elle fonctionne ? 3 jours, 7 jours, 14 jours, 21 jours. Et puis 7 mois. Quand je fais un soin énergétique, je travaille toujours sur 21 jours. Alors, je les fais tous à distance, sur 21 jours. Le premier jour, la personne reçoit le soin. Ici, on va parler d'ancrer une nouvelle habitude. La personne reçoit le soin. L'énergie va un peu travailler, va se réguler. Après 3 jours, parfois 5, mais souvent 3, l'énergie va revenir à sa zone de confort, justement. Parce que, par exemple, quand on vit un événement difficile, l'énergie va essayer de se réguler. Mais quand on bouge ça, elle n'aime pas trop. Donc, elle va revenir à sa précédente zone de confort. Après 3 jours, moi, je relance souvent énergétiquement. À 7 jours, elle commence à se stabiliser. À 14 jours, elle s'exprime. Elle crée des déclics énergétiques. Ça, c'est mon expérience dans tous les soins que je fais. Elle crée des déclics énergétiques, c'est-à-dire des prises de conscience. Tiens, je me rends compte que je vais mieux, ceci, cela. Et à 21 jours, elle se stabilise. Quand on fait pareil, en fait, il faut 21 jours pour ancrer une nouvelle habitude et 90 jours, normalement, pour la stabiliser dans sa vie. Le problème, ça reste toujours « aujourd'hui, j'ai pas envie ». Et le truc du « aujourd'hui, j'ai pas envie » fait qu'on doit tout recommencer pour 21 jours. Et c'est important de comprendre l'énergie, elle fonctionne par tranche de 3, 7, 14, 21 et puis 7 mois. Après 7 mois, si les choses sont stabilisées... C'est acquis. C'est acquis, ouais. Donc ça, c'est intéressant. Toute la différence qu'il peut y avoir entre 2 êtres humains, c'est la ténacité. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui avancent et d'autres pas. Exactement. C'est ce qui fait que j'ai la chance d'être là et que d'autres pas, et qui me regardent en m'enviant au lieu de se dire je vais faire la même chose que lui pour y arriver. Alors, la clé numéro 9, et on fera la 13 aussi, et le temps passe, je voudrais en faire plus, mais c'est intéressant parce que, évidemment, là aussi, quand on parle de spiritualité, de développement personnel, les 2 axes dont on nous rabâche à chaque fois les mêmes choses, c'est le lâcher-prise et l'échec. La culture de l'échec. Ça, c'est la clé numéro 9. Je plante, donc je pousse. Vous dites qu'il est quand même... Alors, la culture de l'échec, quel est votre point de vue là-dessus ? Parce que vous dites qu'il faut arrêter avec ça, il faut dédramatiser aussi et ça existe le pas, rapport qu'on a avec l'échec. Ouais. Aujourd'hui, je sais que ça n'existe pas. Pour moi, je suis plutôt à écouter Edison qui a dit « j'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai appris 10 000 fois comment ne pas faire une ampoule. Et quand je me plante, je pousse. Si j'arrive à tirer la leçon de ce qui m'a amené à ne pas réussir, je préfère dire ne pas accomplir ou ne pas réussir qu'échouer. Si j'arrive à tirer la leçon, à le comprendre, je n'échouerai plus. Et l'échec, aujourd'hui, c'est vraiment ancré vraiment dans l'inconscient collectif. Il y a un échec, c'est que c'est pas pour moi. C'est comme le blocage. Je vais passer à autre chose. Non, il y a un échec, pourquoi ? Peut-être qu'en fait, j'ai oublié, les gens veulent tout trop vite. Peut-être que j'ai oublié de prendre mon temps. J'ai peut-être oublié une étape. J'ai peut-être oublié de considérer tel ou tel budget. Et là, une fois qu'on le comprend, en se disant, si c'est la différence aussi entre les gens qui avancent et ceux qui n'avancent plus ou n'avancent pas, si j'arrive à prendre conscience que c'est grâce à ça que maintenant je suis paré pour aller vers la réussite, en sachant aussi que j'ai commencé il y a plus de 30 ans. Sur mes 51, j'ai commencé à 18. Il m'a fallu plus de 25 ans pour commencer à être un peu visible. Parfois, ça demande du temps. Et c'est pas parce qu'on n'est pas prêt, c'est parce que chacun son chemin aussi. Il y a des gens pour qui c'est 17 ans, 18 ans, comme Tyler Henry, là, le médium, qui a été connu très, très, très jeune.
Et il y a des gens pour qui ce sera à 60 ans. Il y a des acteurs qui sont connus à 4 ans et des acteurs qui sont connus à 70. C'est valable pour tout. Et quand on prend la mesure de l'échec, c'est parce que j'ai oublié une étape, ou parce que j'ai oublié le budget, ou parce que j'ai voulu aller trop vite, on tire la leçon, terminer l'échec. Échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente. Exactement ça. Monsieur Henry Ford. C'est bien dit, ça. La 13e clé, je ne fais pas partie de mon désir. Je ne fais pas de mon désir, pardon, une obsession. Une obsession. Ouais, ça, c'est la 13e clé. Et vous parlez justement du lâcher-prise. Alors, il y a tous ceux qui s'installent là nous disent « Moi, je n'aime pas ce mot de lâcher-prise ». Et quelqu'un m'a donné une définition intéressante. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça. Je préfère parler de lâcher du lest. Parce que lâcher-prise, par définition, ça veut dire lâcher quelque chose. Donc, il y a une notion de « je tombe ». Lâcher du lest, c'est petitement par petitement. En Belgique, on dit « laisse pisser ». Voilà, laisse pisser, ça viendra. Ouais. Et en fait, l'idée du lâcher-prise, effectivement, je dis toujours, à force de ne pas lâcher la prise, on finit par s'électrocuter. C'est pas faux. Mais je ne fais pas de mon désir une obsession. Je préfère le principe d'acceptation que le principe de lâcher-prise. C'est que j'accepte les choses telles qu'elles sont. Alors moi, je suis aussi, attention, je ne suis pas Dieu. Hein. Il y a des moments où j'accepte pas tout dans ma vie. Hein. Mais il n'en reste pas moins que quand je suis déterminé, j'accepte les choses telles qu'elles sont. Et quand elles arrivent à moi, je les analyse toujours avec le mental. Parce qu'il y a aussi dans notre... le mental, c'est pas bien, c'est ton ennemi. Non, le mental, il est primordial. L'ego. L'ego, ouais. Il est primordial. C'est lui qui nous aide à ne pas oublier le dentiste, à ne pas oublier notre gosse à la crèche. Il est là. Mais il n'est pas bien quand il doute et quand il a peur. Et donc, j'accepte. Et comme j'accepte les choses telles qu'elles sont, j'ai même plus besoin de lâcher prise. Ça se fait naturellement. Et c'est pareil pour le pardon. On parle souvent du pardon. Pour moi, accepter que les gens sont comme ils sont et font avec ce qu'ils ont, est-ce qu'il y a encore besoin de les pardonner? Alors parfois, oui, il y a des cas extrêmes, évidemment, où c'est difficile. Mais lâcher prise, pardon, acceptation, pour moi, c'est trois notions qui ont été complètement... La définition que j'ai reçue intuitivement à l'époque, le lâcher prise, c'est simplement le fait de poursuivre un objectif sans que ce soit une obsession. Et ça change tout. Parce que quelqu'un qui veut absolument changer de travail, quand ça devient une obsession, quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant, quand ça devient une obsession biologiquement, il crée un blocage qui empêche encore plus d'avoir un enfant. Donc, à partir du moment où il accepte la situation, c'est souvent à ce moment-là que ça se débloque. Oui, il y a beaucoup de cas comme ça, où quand les couples, notamment, qui désirent avoir un enfant, sont dans une situation un peu difficile. Ils ont tout testé, tout tenté, tout avec des process qui sont parfois lourds. Lorsqu'ils décident de se dire, bon, ok, c'est à ce moment-là que ça arrive. Lâcher prise, c'est pas abandonner. Hein. Il y a une différence quand même. C'est juste se dire, ok, c'est peut-être pas pour moi. Parfois, c'est pas pour moi. Pas ça maintenant. existe, hein. Ou pas maintenant, ou peut-être que c'est pas sur mon chemin non plus. C'est passionnant. Alors évidemment, la question qu'on a envie de vous poser, parce que là, il y a 31 clés, hein, vous pouvez toutes les prendre une par une. Et ce qui est intéressant aussi avec ce livre, c'est qu'on n'est pas obligé de le lire depuis le début. Non, j'aime pas les livres comme ça. Exactement. Et vous parliez de la table de chevet avec les 5-6 bouquins que vous avez. On peut le poser et puis se dire, tiens, je vais me faire la 18 aujourd'hui pour voir ce qu'il en est et qu'est-ce que ça donne. Voilà. Moi, ce que je propose, c'est par exemple le matin prendre le sommaire et mettre son doigt au hasard en disant je vais travailler celle-là aujourd'hui et de vérifier le soir. Il y a des gens qui proposent de travailler une clé par jour parce qu'il y en a 31. Je trouve que c'est un peu léger quand même parce que parfois il faut plus qu'un jour. Et puis il y a des gens qui proposent de lire d'une traite et puis de revenir sur ce qui nous a intéressés. Moi j'ai envie de dire faites comme vous voulez. Il n'y a pas de règle. La seule règle c'est celle que vous imposez. Quel est puisque vous préconisez les rituels, quels sont vos rituels, vous, par exemple? Moi, aujourd'hui, j'en ai quasi plus. C'est vrai? Ouais. Plus besoin? C'est pas une question de besoin, c'est une question que ça me rassurait avant. Et que je les trouve importants. Parce qu'ils permettent de créer une routine. Alors, en tout cas, dans ma vie au quotidien, j'ai des rituels le matin, je bois mon petit café, tout ça. Mais dans ma vie spirituelle, dans mon travail, j'ai plus de routine, de rituels. Je les avais énormément parce qu'ils m'ont permis de créer une dynamique, une démarche. Par contre, ce que j'aime bien quand j'ai des travaux à faire, par exemple, il m'arrive de faire des enregistrements de certaines prestations. J'aime bien faire ça tôt le matin, comme ça c'est fait. Mais si je ne peux pas et que je le fais l'après-midi, ça ne va pas me perturber.
mais j'en ai quasi plus parce que j'ai plus besoin autant d'être rassuré que je ne l'étais avant. Et le rituel, il rassure, il encadre, et c'est toujours important de créer les choses sur base d'un rituel, quitte à lâcher le rituel par la suite. On n'a pas le sentiment, quand on vous écoute, en tout cas moi c'est ce que je ressens, qu'il y a beaucoup de choses qui vous impactent de manière négative. On a le sentiment que face à la vie, vous avez réussi à avoir ce détachement nécessaire que tout le monde, que beaucoup cherchent et mettront sans doute une vie ou pas du tout. Pour beaucoup de choses, mais pas pour tout. Il y a des choses, moi, les injustices, le fait de ne pas être respecté, le fait de ne pas être entendu, là, je suis encore super accroché. Pour le reste, laisse pisser. Dans tous vos voyages, il y a une explication à ça? Mes voyages? Tout ce que vous avez pu faire, peut-être aller chercher la réponse ailleurs, dans des vies précédentes ou des Mes voyages et autres. Il n'y a pas une explication à cette réaction que vous avez épidermique quand vous êtes face à l'injustice? Mes voyages, c'est des voyages de guerriers, mais pas des guerriers... j'ai eu un voyage de samouraï qui défendait la justice qu'on lui imposait, pas la sienne. J'ai eu un voyage de guerrier, apparemment Maasai aussi. J'ai eu beaucoup de vies dans lesquelles j'ai moi-même provoqué des injustices. Et je viens ici dans... C'est pour ça qu'on vit parfois les expériences de manière récurrente, c'est parce qu'on les vit sous différents aspects. Je reviens pour ne plus ni les subir, ni les faire subir. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont tellement affecté au point de me rendre malade que j'ai acquis avec le temps beaucoup de détachement, mais pas surtout encore. Parce que je suis en chemin aussi, parce que c'est que ma 3000e vie et que j'en ai encore d'autres derrière, donc j'ai le temps. Et que vous ne faites pas partie de ces gens qui bouffent des graines et qui sont en lévitation en dormant sur un nuage? Ah non, vraiment pas. Hein, pas tout à fait. Je bouffe des graines de temps en temps, mais alors je les mets sur une salade avec plein de tomates, plein de machins, plein de petits morceaux de poulet. Moi, je mange de tout parce que je suis incarné dans la chair. Et j'aime la chair. Donc, je voudrais juste terminer avec, rapidement sur la clé numéro 10, sur la définition du bonheur. Vous dites « je construis mon bonheur ». Et alors, il y a cette phrase, vous prenez la phrase de Jean-Loup Chiffet, que j'adore, qui dit « si une patte de lapin porte bonheur, alors qu'est-ce qui est arrivé au lapin ?» Au lapin. Je trouve cette phrase, ça m'a fait rire. Et je me suis dit « mais c'est tellement vrai !» Ben oui. Les gris-gris avec les différentes... Quelle est votre définition du bonheur, pour finir? En 2 mots je vais le dire de manière vraiment crue, franche et belge, qu'on arrête de m'emmerder, que je fais ce que je veux dans ma vie. Ce qui est déjà le cas. C'est ce qui est de plus en plus le cas. Donc vous êtes heureux? Je suis de plus en plus heureux. Donc c'est une vraie forme de bonheur dans laquelle vous évoluez? 95%, je peux dire que j'aime ma vie, je suis heureux. Il y a des emmerdeurs comme partout et comme toujours. Mais je me détache et je les recadre souvent. Et en fait, ça me déleste. Ça y est, vous avez un gouvernement en Belgique? Pour combien de temps? Non, ils sont toujours occupés à se battre. Je vous rassure, en France, on n'est pas loin. C'est mieux de ne pas en avoir parfois. Si on peut parler 2 petites minutes avant de clôturer de la numérologie. Oui, volontiers. Parce que j'ai donc conçu une numérologie et avec Très Daniel, je suis venu enregistrer une formation. Et je voulais proposer un petit cadeau, genre que ça intéresse, 30% de réduction dessus, avec le code Karma. Ok. Voilà, et je ne sais pas s'il y a moyen de mettre le lien en dessous de la vidéo. Sans problème, code Karma. Karma, K-A-R-M-A, d'accord. 30%. Et on mettra le lien. Voilà. D'accord. Directement. Très intéressant. C'est sur la plateforme Très Daniel. Très Daniel Formation. Formation, ok. Merci infiniment. Mais merci pour l'invitation. C'était un vrai plaisir, David, et merci pour les chocolats. Je peux vous dire que j'attends de raccrocher là, pour aller en boulotter quelques-uns. J'ai vu un petit chocolat blanc là qui est... Ah ouais, mais c'est un des meilleurs. Hein? Un des meilleurs. Bon retour. Merci. Dans le plat pays. Ce sera pour samedi. Merci à tous. Vous commentez avec bienveillance, je sais que ça va l'être. Vous partagez bien entendu. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.